Bonjour, je vous propose de démarrer cette séance de mercredi avec le chapitre sur les provisions. Les provisions, c'est un élément des écritures d'inventaire. Donc on est dans la partie du cours sur les écritures d'inventaire. Je vous rappelle, c'est essentiel, que l'inventaire a pour objectif de recenser l'ensemble des éléments de l'actif et du passif et de déterminer pour chacun les quantités et les valeurs présentes pour l'entreprise. On a travaillé déjà sur l'actif du bilan. Cet actif nous a ici permis de voir que pour l'actif immobilisé, on avait les amortissements, si c'était le cas, puisque tous les biens de l'actif immobilisé ne sont pas amortissables, et éventuellement des dépréciations. Pour l'actif circulant, on a à la fois, pas d'amortissement, mais on peut aussi être concerné par des dépréciations. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse au passif. Et ce qu'on va nous demander, c'est de savoir que certaines dettes n'existent pas a priori dans le bilan, mais qu'elles sont probables et qu'il va falloir du coup inscrire un élément au passif pour prendre en compte une dépense future. Il s'agira donc des provisions pour risques et charges. Et puis j'aborderai rapidement un autre élément, ce seront les provisions réglementées qui font partie des capitaux propres. Donc vous pouvez constater qu'il y a trois types de passifs. Les capitaux propres, les provisions pour risques et charges et les dettes. Donc l'inventaire concerne aussi le passif. Retenez que les provisions sont des éléments du passif constitués pour répondre à des risques ou des charges futures et qui provoqueront une sortie de ressources sans que l'on en connaisse précisément l'échéance ou le montant. Relisez ça, essayez de retenir ces phrases qui sont très proches de la définition d'un passif. Je vous propose, pour vous mettre en contexte, de regarder le sujet de 2008. On demandait de faire des écritures d'inventaire. Donc il y avait des amortissements, des dépréciations. Et dans le grand D, il y avait les autres régularisations. Parmi les autres régularisations, il y avait donné la définition d'une provision. Je vise mal, mais c'est pas grave. Et puis indiquer si la société peut constituer une provision. Donc vous voyez, ces deux questions nous concernent. Et puis il y aura aussi l'enregistrement des écritures correspondantes. Les annexes qui nous étaient données, on est intéressé nous par le premier élément d'annexe et puis par le troisième élément d'annexe, puisque là, il y a effectivement des provisions en jeu. On voit qu'il y a un litige entre M. Filou, le gestionnaire responsable d'entreprise, et un ancien salarié. Je vous laisse lire ces deux éléments. On se retrouve la diapo suivante. Vous pouvez mettre sur pause éventuelle. Voici la correction qui nous était donnée pour cette annale. Je vous demande là de connaître la définition de la provision qui apparaît ici. Et puis, ici, vous avez les éléments qui nous intéressent concernant cette provision, savoir quand est-ce qu'il faut constituer une provision. Donc la définition, vous retenez bien, une provision c'est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon certaine. Apprenez la réponse aux questions 1 et 2, c'est-à-dire la définition de la provision, et les conditions de constitution d'une provision. On voit qu'il doit y avoir 4 points pour avoir le droit de constituer une provision. Il existe une obligation à l'égard d'un tiers. Je me dis par exemple, là si j'ai bien lu, je suis en conflit avec un ancien salarié. Ben, c'était un salarié, il y a un droit du travail, donc j'ai bien une obligation
à l'égard de ce tiers. J'avais signé un contrat de travail. Deuxièmement, l'existence à la clôture de l'exercice de cette obligation. Oui, le contrat, il a bien existé. Et puis, d'ailleurs, j'ai dans la précision de l'annexe, on fait mention au fait qu'on est assigné en justice. Donc oui, il y a bien une existence à la clôture d'exercice de cette obligation. Il y aura une sortie de ressources probable, évidemment. Sans contrepartie attendue, ben oui, je sais que je vais devoir éventuellement verser des dommages et intérêts de 12 000 €. Et l'échéance et le montant sont incertains, mais la charge est évaluée avec un degré de certitude. Ben, l'avocat nous a dit 12 000 €. Ce sera peut-être plus, ce sera peut-être moins, mais c'est un avocat qui nous l'a dit. Donc, il y a un degré de certitude acceptable. Donc là, la réponse, ça va être oui, il faut constituer une provision parce que toutes les conditions sont réunies. Voici le corrigé. Vous notez qu'il faut constituer une provision pour litige pour la première écriture et une provision pour perte de change pour la troisième écriture. Les autres ne nous concernent pas, c'est d'autres chapitres, donc ce n'est pas la peine de regarder ça tout de suite, ça concernera d'autres éléments du programme. Regardons maintenant les définitions à connaître, les passifs externes et les conditions de leur comptabilisation. Définition à connaître. La notion de passif. Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L'ensemble de ces éléments est dénommé passif externe. Vous retenez ça? Vous devez comprendre aussi cette définition. Bon, un passif, d'accord? Il y a une valeur économique négative, pas très compliqué. Ce que j'ai mis en bleu, c'est vraiment à retenir comme expression. C'est-à-dire une obligation à l'égard d'un tiers. Obligation, je dois quelque chose à ce tiers. Il existe une obligation parce que j'ai signé un contrat là, ici, en particulier. dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources. Donc il y aura quelque chose à payer sans contrepartie au moins équivalente. Bah oui, je paierai des dommages et intérêts, mais le salarié en contrepartie, il ne me donnera rien. Voilà, donc retenez cette définition. Prenez le temps, en arrêtant le diapo, de la relire et d'essayer de l'écrire sans regarder à nouveau vous-même sur un papier. On complète. Le plan comptable nous donne la définition d'une dette. C'est un passif dont l'échéance et le montant sont fixés de façon précise. Et elle nous donne aussi la définition d'une provision, celle qui était dans le sujet 2008. Donc une provision est un passif dont l'échéance ou le montant n'est pas fixé de façon précise. Donc vous retenez maintenant ces définitions. Vous comprenez que le passif interne concerne le haut du bilan, les capitaux propres, et le passif externe, les provisions pour risques et charges et les dettes. Maintenant, regardons comment comptabiliser ces provisions. À la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé, nous dit le plan comptable, si l'obligation existe à cette date et qu'il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources. Le plan comptable nous précise que, voilà, c'est ce que je viens de lire, qu'il faut comptabiliser ce passif. Et il précise également qu'à la clôture de l'exercice, un passif est comptabilisé si l'obligation existe à cette date. D'où les 4 conditions, vous vous souvenez, qu'on a vues dans le corrigé. Donc c'est vraiment important de connaître ces conditions qui font qu'il faut enregistrer cette écriture. On doit le faire, nous précise le plan comptable, même, alors on lit l'article 12.2, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices. Donc je peux être en perte, et je rajoute quand même une charge qui correspondra à la dotation pour dépréciation, parce que cette provision doit être enregistrée s'il existe une dette dont l'échéance et le montant ne sont pas connus, une obligation dont l'échéance et le montant ne sont pas connus de manière certaine. On vous dit qu'un passif n'est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l'obligation ne peut être évalué de manière suffisante. Donc ne pas enregistrer s'il n'y a pas une fiabilité suffisante dans notre estimation.
Et puis, on ne peut pas non plus enregistrer pour des pensions, retraites et versements assimilés. Donc, tout ce qui va être pension, retraite, non. Un passif éventuel n'est pas comptabilisé au bilan. Donc, attention, on voit le mot de passif éventuel ici. Ça correspond à une situation un petit peu particulière. Éventuel, ça veut dire, oh là j'efface, bon c'est pas grave, c'est-à-dire qui n'a pas du tout un degré de certitude suffisant. Donc en résumé, retenez ce qu'il y a dans cette diapo avec la définition de la provision et les conditions dans lesquelles il faut, si elles sont réunies, constituer la provision. Décrivons maintenant les situations que l'on peut concrètement rencontrer. Deux types de provisions pour risques et charges. On démarre avec les premières, les provisions pour risques, puis après les provisions pour charges. Dans les deux cas, si la charge est probable ou s'il y a un risque, on doit enregistrer pour répondre au principe d'image fidèle et de prudence. Il faut donc enregistrer une provision. Donc retenez bien que les principes comptables en jeu, c'est image fidèle et c'est prudence, d'accord? Et vous connaissez votre principe de prudence par cœur. L'enregistrement donne lieu à l'enregistrement d'un passif, donc le compte 15 est crédité, et d'une charge, le compte 681, 686 ou 687 va être débité. Vous vous souvenez, le 1 correspond à exploitation, le 6 financier et le 7 exceptionnel. Les provisions sont revues à chaque inventaire et ajustées par une dotation complémentaire ou une reprise. Donc, à chaque inventaire, je regarde si cette je ne dois pas dire dette, cette obligation entraînera donc un déboursement plus ou moins important. Là, on m'avait dit 12 000 €, mais peut-être que l'année d'après, si le procès n'a pas toujours pas eu lieu, ça passera à 15 000 dans les estimations parce qu'on s'est rendu compte d'autres problèmes. Et dans ces cas-là, on fait une dotation complémentaire, ou bien ça aura baissé, et dans ces cas-là, on fait une reprise. Et si la dotation n'est plus du tout justifiée, on va reprendre la totalité, bien sûr, de la provision existante. Donc elles sont reprises en totalité quand les obligations qui les ont motivées ont cessé d'exister. Je vous demande de regarder page 314 de votre livre. Donc vous mettez en pause, vous prenez votre livre, il y a un tableau qui vous précise les conditions dans lesquelles les comptes qui existent, et du coup ça vous explique à quoi ça correspond chacun des comptes. À connaître, parce que si vous voulez savoir quel compte utiliser, il faut regarder page 314 de votre livre, donc le lire et mémoriser, pas mot pour mot, mais mémoriser les situations qu'il y a dedans. Provision pour litige. On est par exemple en litige avec un salarié. Provision pour garantie donnée au client. Il n'y a pas de litige, mais j'avais vendu des appareils à raclette et en fait les résistances que j'avais installées sur ces appareils n'étaient pas extraordinaires, donc on va devoir échanger gratuitement. Ça entraîne des coûts et donc des obligations à l'égard des tiers sans contrepartie au moins équivalente. Provision pour perte sur marché à terme. Ici, vous comprendrez que il y a l'exemple du café qui est donné. Il est possible, sur les marchés financiers, d'acheter à terme des matières premières. Il y a parfois même des spéculations sur les cours du blé, sur les cours du café. Donc, c'est des cas un peu particuliers hein, où j'achète à terme. Mais si j'achète à terme, ça veut dire que j'achète des dizaines de milliers de kilos de café. Je m'engage à acheter pour le mois d'octobre prochain, d'octobre 2020, à, alors je dis au hasard, hein, 5 € le kilo de café. Ce sera beaucoup moins en réalité. Mais en fait, si ça se trouve, le cours du café en octobre, il n'aura rien à voir. Et donc, si je vois qu'il y a une évolution du cours à l'inventaire, si mon inventaire a lieu, disons, le 1er mai, et que je vois que le cours du café a baissé, ou non, que le cours du café a augmenté, ben, je m'apercevrai que j'aurais fait une perte, enfin, à voir selon les situations.
Provision pour amende et pénalité. Par exemple, l'entreprise a dépassé ses quotas de CO2, elle sait qu'elle aura une amende, mais elle n'a pas encore reçu. Attention, si l'amende, c'est le salarié qui a fait un excès de vitesse, eh bien c'est une amende qui est pour le salarié, même s'il l'a faite avec l'entreprise de fonction, avec la voiture de fonction, la voiture de l'entreprise. Non, ça c'est une pénalité qui est rattachée à une personne physique, donc pas à l'entreprise. Ça c'est pour la petite histoire. Les provisions pour perte de change, vous connaissez. Hein, si le cours d'une devise a évolué et fait que je m'étais engagé à payer 1000 $, ce qui correspondait à l'époque à 1000 €, et maintenant si les 1000 $ correspondent à 1500 €, évidemment j'aurai une provision pour perte de change à enregistrer. Ça, on l'a déjà travaillé. Et puis, les provisions pour perte sur contrat, je vous laisse regarder dans votre livre à quoi ça correspond. Maintenant, vous allez faire cet exercice. Je vous mettez sur pause, vous faites l'exercice sans regarder le corrigé et vous trouverez les diapos suivantes, le corrigé. J'avance, voilà le corrigé. Dans un premier temps, on fait une dotation pour 15 000 € en N. Puis, on se rend compte que c'est plutôt 17 500, donc on ajuste par une dotation complémentaire. Vous retenez bien les comptes à débiter, les comptes à créditer. Et puis, arrive le procès, la charge finalement réelle, ce sera 18 000 €. Donc, c'était même pas les 17 500, mais heureusement qu'on avait quand même monté, hein, on en est à 18 000. Et le jour où je fais ma reprise, où je constate la charge, la provision n'a plus lieu d'être, puisqu'on a réglé le problème. Donc, on fait la reprise. La question est, quel est l'effet sur le bénéfice de cette opération? Eh bien, vous constatez ici qu'il y a une charge et puis qu'il y a un produit. Donc, en N plus 2, l'effet, ça va être plus 500 de charge au total, net de produit, hein, puisqu'on a 18 000 moins 17 500 côté charge finalement. Enfin, je ne veux pas dire charge, je ne devrais pas dire ça, mais une baisse du résultat de 500. Cette baisse, elle est seulement de 500 alors qu'on a dû payer 18 000 grâce au fait que j'avais anticipé et enregistré une charge plutôt dN de 15 000 et puis en N plus 1 de 2500. Je respecte donc le principe de prudence qui me dit que dès qu'il y a un risque de devoir payer quelque chose, j'enregistre la charge correspondante tout de suite. Voilà, donc c'est le principe de prudence qui s'applique. On passe au deuxième type de provision pour risque de charge, les provisions pour charge. Et là, vous prenez page 315 de votre livre. Les comptes 153 à 158 enregistrent ces provisions qui sont destinées à compenser certaines charges futures. Donc, vous retenez l'objet. Pourquoi? Mais parce qu'il y a certaines charges futures non précisées et dont l'estimation est fiable. J'ai oublié le E là, ici. Donc, voilà les comptes possibles. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de ça. On passe à la suite. Dernier point, dernier type de provision, les provisions réglementées. Ces provisions, pour info, elles concernent l'amortissement dérogatoire qui, lui, n'est pas au programme. Mais je veux que vous connaissiez quand même l'existence de ces provisions parce qu'il n'est pas dit dans le programme que leur existence doit être oubliée. Hein. Toutes les provisions sont au programme, mais il se trouve qu'il n'y en a qu'une ici qu'on nous demande normalement d'étudier, ce sont les amortissements dérogatoires qui, eux, ne sont plus au programme. Donc, elles sont comptabilisées en application de dispositions légales. Elles ne correspondent pas à la définition d'une provision, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation à l'égard d'un tiers, etc. Elles permettent de constituer des réserves financières exonérées temporairement d'impôts. Et elles constituent la dernière rubrique des capitaux propres. Donc, on fait partie ici des capitaux propres. Et l'exemple, je vous l'ai dit, c'est les amortissements dérogatoires qui sont donc des provisions réglementées.
Je vous rappelle le principe, ce que je veux que vous reteniez là quand même, c'est que ces provisions réglementées permettent de constituer des réserves pour avoir une exonération temporaire de l'impôt. Ça, c'est très important. Vous retenez ça. On enregistre une provision pour pouvoir différer de l'impôt à plus tard. Je fais une dotation, ça va avoir pour effet de faire baisser mon résultat. Si mon résultat baisse, je vais baisser mes impôts. Par contre, cette dotation donnera lieu plus tard à une reprise, donc une hausse du résultat, et donc une hausse de l'impôt. Je vous laisse avec cet extrait de 2008 à méditer, à retravailler. Vous faites le sujet à nouveau tout seul, sans document, et vous avez dans les diapos suivantes les corriger. Voilà. Je vous les montre rapidement. Tac. Pardon, il y avait bien les corriger et